Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, dans la section veille, on vous parle de plein de choses comme d'habitude. Le dossier de cette émission est consacré à la qualité du code et ses différents indicateurs. Dans la toolbox, on vous parle d'un petit moteur physique en 2D. Et enfin, dans la zone 404, on vous parlera de deux petits projets bien sympathiques. Et je n'accueille pas Teddy puisqu'il n'a pas pu se rendre disponible pour cette émission. Et on enchaîne avec la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Dans la section veille, je vous propose aujourd'hui de vous parler de LeapScore. Alors LeapScore, c'est un petit site internet qui vous permet de faire des stats sur l'ensemble des librairies JavaScript qui sont le plus utilisées sur le web. Alors, par exemple, si on cherche évidemment quelles sont les libres les plus populaires, on trouve jQuery, jQuery, Facebook, Modernizer et après différentes extensions de jQuery comme Cookie, comme Ajax Form, Yepnop, je ne sais pas ce que c'est, Selected, Modal, Fancybox, Dropshot, etc. Tout ça, ça a été mesuré sur ce qu'ils appellent the top million sites, donc c'est des sites qui sont très populaires. On a aussi en fait les scripts, donc les noms de domaine qui sont les plus exploités, donc on voit évidemment Google Analytics, les API Google Sites, le Facebook Connect, ça c'est le Google Syndication, c'est la pub, les API Google, donc la plateforme de Twitter, les statiques Google, Google Ad Service. Bon, CloudFront arrive un petit peu avec Ads10, etc. Donc on a quand même pas mal de petites choses qui... On a aussi les stats WordPress qui sont pas mal présentes. Bref, il y en a pas mal. On voit que Google est largement dominant dans les scripts les plus exploités. Quels sont les sites qui utilisent le mieux, qui ont été qui exploitent le plus ce genre de script? On a évidemment Google.com, Facebook, YouTube, etc. Bref, c'était un petit site qui est assez léger, qui se regarde tranquillement. Moi, je le trouve intéressant parce que ça nous permet de voir un petit peu quels sont les scripts les plus utilisés sur les sites internet très populaires et d'en découvrir des nouveaux, comme par exemple Yepnop que vous pourrez regarder. Allez, on enchaîne avec la conférence F8 de Facebook, évidemment, dont les inscriptions sont ouvertes. Donc je vous invite à vous y inscrire si vous avez la possibilité d'y aller. Ça se passera à San Francisco, si vous avez la chance d'y aller. Faites-vous plaisir, évidemment, ce sera retransmis. Alors je ne sais pas si ce sera retransmis en live, par contre, bien évidemment, il y aura des vidéos qui seront rebalancées après. Il y aura des démos Oculus, tout un tas de panels, évidemment, comme d'habitude. C'est une conférence à ne pas rater. Ça a lieu le 25 et le 26 mars à San Francisco. Soyez prévenus parce qu'il y aura des choses à découvrir certainement. On enchaîne avec YouTube qui nous propose une petite démo d'une application Android qu'ils ont appelée Watch Me qui nous explique comment on intègre en fait du streaming live dans une application Android. En gros, comment on exploite les API de YouTube Live pour l'intégrer dans une application Android. Donc ils ont fait un petit repo GitHub, ils nous expliquent comment manipuler la console, la Google Developer Console pour manipuler ces trucs-là. Donc moi je trouve ça bien cool qu'ils nous montrent comment on fait, qu'il y ait des petites démos, surtout que c'est vrai que le live ça booste bien en ce moment, on en a de plus en plus partout. Donc voilà, donc si ça vous intéresse et que vous avez ces besoins-là, vous avez dans les notes de l'émission un petit lien qui vous explique comment intégrer YouTube Live dans vos applications Android. Et on enchaîne avec une autre vidéo qui cette fois-ci sort du site de SidePoint, qui revient un petit peu sur les fondamentaux de comment ont été nommées les versions d'HTML. Alors voilà, on sait qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'HTML5, on a eu HTML4 avant, il faut savoir qu'au milieu entre les deux versions, il y a eu un truc qui s'appelait XHTML, il nous explique pourquoi et comment dans les évolutions ça s'est passé, et donc c'est intéressant, c'est une petite vidéo d'un, je sais pas, 10 minutes, ça c'est super court, c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé. Voilà, pour les curieux, allez jeter un coup d'œil, c'est toujours cool de savoir un petit peu pourquoi, comment ça s'est passé et du coup comment les acteurs en présence ont mené cette action de lobbying.
Allez, on parle d'un petit peu d'iOS et de Swift qui ont mis en ligne sur l'iTunes U, donc l'iTunes qui est dédié aux formations, toute une session de cours. Donc c'est des vidéos qui font 1 heure et un peu plus, avec des slides, bon, comme d'habitude, qui vont nous présenter comment on... Voilà, donc il y a 3 vidéos disponibles, et qui nous expliquent voilà, les fondamentaux d'iOS 8, comment utiliser Xcode et comment utiliser le MVC à l'intérieur de tout ça avec Swift. Donc ceux qui ont envie de se mettre à Swift et qui n'ont pas encore, pris le temps de regarder les docs, bah voilà, vous auront en 3-4 heures, allez, une matinée de vidéo. Je pense qu'il faut prendre un peu le temps pour coder à côté et manipuler pour se rendre compte de la chose, mais bref, allez, si vous bloquez une journée en suivant ce truc-là, vous allez pouvoir certainement être bien plus à l'aise en Swift et en iOS 8. Évidemment, pour ceux qui se posaient la question, c'est en anglais, comme c'est souvent le cas sur les éléments iTunes. Allez, on enchaîne avec la plateforme de Google Cloud qui nous a mis à disposition la possibilité d'intégrer des environnements Docker, d'héberger directement des environnements Docker dans la plateforme de Google. Franchement, moi je trouve que c'est un beau mouvement de la part de la plateforme Google pour s'ouvrir encore un peu plus à un écosystème large. On voit vraiment Google se branche autant que possible à d'autres sur toutes les technos un peu trendy qu'on trouve chez nous. Donc bravo à eux. Et puis, je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, ils ont migré tout leur code de Google Code vers GitHub. Donc voilà, ils continuent leur mouvement vers la communauté. Bravo à eux, je pense que c'est tout à fait louable. Et alors moi, j'ai jamais vraiment utilisé Docker intensément, donc je ne perçois pas la puissance de la chose et les limitations. Par contre, voilà, sachez que si vous voulez utiliser Docker sur Google Cloud, c'est désormais possible. Et on conclut encore avec Google, mais cette fois-ci une notation un peu plus SEO, puisque les blogs SEO nous font remonter que Google est en train de tester, de mettre en avant, d'identifier les sites qui ne sont pas en HTTPS comme étant des sites non sécurisés. Et alors pour le moment, ça a été des tests qui ont été vus, vous avez des copies d'écran là, qui ont été vus sur le navigateur Google Chrome. Donc a priori, voilà, ils utiliseraient leur plateforme Google Chrome et leur navigateur pour prévenir les utilisateurs que, attention, voilà, ça va être ces sites qui ne sont pas en HTTP ne sont potentiellement pas sécurisés. On sait qu'ils avaient déjà mis comme critère SEO le fait que favorisant le référencement naturel de certains sites, comme que les sites en HTTPS étaient favorisés. Voilà, cette fois-ci, ils avaient mis la carotte, maintenant ils mettent le bâton, donc très bien, on va voir à quel point ils généralisent cette mise en garde, parce que c'est clairement présenté comme ça. Est-ce qu'ils vont le mettre dans le moteur de recherche ou pas? Pour le moment, on n'en sait rien, c'est juste des tests faits via le navigateur Google Chrome. Voilà, je pense qu'on n'y coupera pas, nos sites passeront bien sûr tous en HTTPS. Soyez vigilants là-dessus, on vous tiendra informé en tout cas. Ça conclut la section veille et on enchaîne avec le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Le dossier, aujourd'hui, il va être consacré à la qualité du code et notamment aux différents indicateurs qu'on peut trouver assez couramment sur le marché pour mesurer de manière automatique. Il ne s'agit pas de prendre un mec qui est meilleur que les autres et de regarder et qui mette une note. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit bien de trouver une méthode un peu industrielle. Alors, la première des choses pour mesurer la qualité du code, c'est de savoir s'il couvre bien des besoins. C'est quand même la première des choses. Et pour ça, vous savez qu'il faut utiliser les tests unitaires. Donc la question, évidemment, le premier indicateur, c'est qu'il y ait des tests unitaires et qu'ils soient tous et qu'ils passent tous. Que les tests unitaires, si vous faites un test pour vérifier que la fonction machin, elle répond bien à tel résultat quand on lui met tels éléments en entrée, et si c'est pas le cas, c'est que c'est un bug. Et donc du coup, évidemment, la première des indicateurs, c'est qu'il n'y ait pas de bug mesuré automatiquement, et ça, les tests unitaires font ça. Donc le premier indicateur, c'est que les tests unitaires passent tous. Pour ça, vous avez plein d'outils d'intégration continue qui vont vous permettre de mesurer ça de manière automatique. Après, il y a la couverture de code, qui est un autre indicateur. C'est bien beau d'avoir des centaines de tests unitaires qui passent tous, sauf que si en fait ils testent tous la même méthode, ou la même fonction, ou le même fichier, ça sert un peu à rien. Donc l'idée là, c'est d'avoir en fait
un petit script qui va... alors il y a des outils qui font ça, hein, n'inventez pas ça. Tous les outils d'intégration continue, les Travis, les Jenkins et autres, tout ça ils vont le faire pour vous. Il y a des plugins qui font ce genre qui mesurent ça pour vous dans tous les langages. Enfin voilà, recodez pas ça, c'est pas fait, vous prenez pas la tête. Par contre, voilà, si vous avez besoin de mesurer la couverture du code, donc l'idée voilà, c'est de vérifier que quand on joue les tests unitaires, à quel point est-ce que toutes les lignes de code ont été testées. Donc c'est un pourcentage de couverture qui vous est donné, donc qui va de 0 à 100%. Vous avez 3 niveaux de test, c'est-à-dire on compte si tous les fichiers ont été testés, donc là il y a un indicateur de 0 à 100%. Après, il y a si, généralement si c'est codé en objet, il y a si toutes les classes ont été testées, donc si on passe au moins une fois dans toutes les classes. Et après, l'indicateur ultime, qui est le plus absolu, le plus complet, le plus fort, c'est si toutes les lignes de code ont été testées. Donc celui-là, évidemment, c'est le plus difficile à avoir à 100%, hein, bien évidemment. Évidemment, le plus haut, c'est le mieux, c'est-à-dire plus vous avez un taux de couverture élevé, meilleure est la qualité de vos tests, en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est des indicateurs qui sont présents, qu'on peut mettre en place de manière automatique dans un processus d'intégration continue. N'hésitez pas à le faire, ça vous donnera vraiment... puis bon, c'est toujours sympa de courir après, de faire un peu de scoring là-dessus, c'est toujours sympa. Alors attention, là on passe à des choses un peu plus compliquées qui sont l'abstract interpretations, pardon pour l'anglais, qui vous permet en fait de vérifier qu'on n'a pas par exemple des déplacements de capacité, qu'on n'a pas des conflits de type, genre par exemple la méthode on a spécifique, elle devait retourner la classe, je sais pas, la classe voiture et quand il y a une erreur, elle retourne nulle, là où on devrait balancer une exception ou autre chose. Donc voilà, ça vous permet de faire des analyses un peu statiques comme ça, qui sont pareilles, encore une fois, vous avez des plugins qui font ça, des modules d'outils d'intégration continue. Le codez pas vous-même, ça va pas le faire. Souvent les langages le proposent, hein, ou les débuggers, enfin bref, c'est souvent dans ces outils-là qu'on trouve ce genre de mesures. Encore une fois, bien évidemment, ça va vous remonter des erreurs, et là, moins il y en a, mieux c'est, donc il faut tendre vers 0 pour cet indicateur-là. Un autre indicateur qui est assez utilisé quand on fait de l'analyse statique du code, c'est-à-dire qu'on va juste le lire et pas forcément l'exécuter, c'est la complexité cyclomatique, en anglais cyclomatic complexity, qui en fait en gros est un indicateur de à quel point votre code est difficile à comprendre ou difficile à lire pour un développeur. Donc évidemment, plus c'est bas, mieux c'est-à-dire plus ça va être facile. Et en gros, pour cela, ça va mesurer, alors c'est pas très clair à expliquer comme ça, mais en gros, ça va mesurer le nombre de chemins qu'il est possible de trouver dans votre code. Pour expliquer en gros, vous allez donner le point de départ de votre code, alors, je sais pas, votre index.php, votre main si c'est en C, le script de départ, votre front controller si vous êtes dans un framework quelconque. Et lui, à partir de là, il va partir et il va essayer de naviguer et d'exécuter tout le code, tout le code qu'il va découvrir. Et pour vous expliquer, donc tant que les commandes s'enchaînent les unes derrière les autres, je ne sais pas si on fait des additions, des multiplications, des choses comme ça, tout ça, ça ne fait qu'un seul chemin. Et par exemple, vous allez avoir un double chemin qui va se créer, c'est-à-dire un embranchement, hein, vraiment comme dans une route, si vous faites un if then else. Le if, donc le then ça fera un chemin, le then un deuxième, le else pardon un deuxième, et ça va compter, et ça il va les compter, il va créer comme ça un grand arbre de tous les chemins qui vont partir du point de départ de votre code pour arriver jusqu'à son arrivée, jusqu'à sa fin par exemple, le fait qu'il n'y a plus de code à exécuter. Et il va calculer en fait combien il y a de nombre de routes possibles prenables pour le code. Ça va vous donner un indicateur de à quel point votre code est compliqué. Et évidemment, plus il est simple, plus cet indicateur est bas, plus votre code est considéré comme étant simple à comprendre. En gros, pour résoudre ce genre de problème, le mieux, c'est de factoriser, c'est de faire des choses comme ça. Donc ça va rendre un code plus simple à lire et donc à comprendre. Allez, on parle de quality syntax. En gros, ça va compter le nombre de warnings de syntaxe qui va être utilisé. Donc là, globalement, on prend votre interpréteur, UI, C, PHP, JavaScript, Node.js, ce que vous voulez, et on lance dessus juste une interprétation syntaxique du code. Donc en gros, on demande est-ce qu'il y a des erreurs de syntaxe, est-ce qu'il y a l'utilisation de fonctions dépréciées, est-ce qu'il y a des indentations qui sont pas bien faites, etc. Donc là vraiment c'est une mesure purement syntaxique
qui est faite. Évidemment, moins il y a d'erreurs, mieux c'est, donc il faut tendre vers 0 sur cet indicateur-là. Évidemment, petite erreur qu'on trouve assez couramment dans les process d'intégration, quand on intègre une fois, hop, on met la version de, je sais pas, de Node.js qu'on utilise actuellement, et puis on évolue, et au bout d'un moment, on fait évoluer la version de Node.js en prod parce qu'on a besoin d'une fonctionnalité, je sais pas quoi, et évidemment, on se retrouve avec plein d'erreurs dans, dans ce genre de test-là, parce que les deux versions de l'interpréteur ne sont pas les mêmes. Donc pensez bien à faire les mises à jour de votre plateforme d'intégration continue avec votre plateforme de développement et de prod. Sinon, vous allez avoir des petits soucis. Allez, le respect des standards, pareil. Ça, c'est généralement fait par des scripts indépendants puisque ça fait vraiment... c'est vraiment des choses. Enfin, votre interpréteur ne va pas être capable de l'identifier parce que c'est des normes. En gros, ça va vous remonter, ça va vous balancer le nombre d'erreurs de non-respect des standards. Alors évidemment, ça va être nivelé, c'est-à-dire qu'il y aura des erreurs fortes, des erreurs fatales, des warnings, des notices, des choses comme ça. En gros, typiquement, le genre d'erreur qu'on retrouve, c'est l'utilisation des goto. Donc c'est très bien que personne ne doit utiliser des goto parce que c'est pas une bonne pratique de programmation. Bon, bah voilà, là c'est le genre de choses, ça va vous remonter. Ce genre d'erreur-là, il y en a plein d'autres que j'ai pas en tête. Donc évidemment, cet indicateur-là, il faut aussi le mettre le plus bas possible pour avoir le moins d'erreurs possible. Et le dernier indicateur qui se mesure automatiquement, il y en a plein d'autres, mais ça c'est les principaux, c'est le code mort. Donc, c'est-à-dire, en gros, ce sont une partie de votre code qui ne sera jamais exécutée parce que personne n'y fait jamais référence dans tout le code qui est disponible dans l'application. Donc, évidemment, moins il y a de code mort. Alors, généralement, ça se compte en ligne de code. Hein. Donc, moins il y a de code mort dans votre application, mieux c'est. Évidemment, vous savez que s'il y a du code mort dans votre application, ça ne va pas déranger son exécution, seulement ça va pénaliser sa lecture. Et puis, c'est quand même, on est là pour mesurer les indicateurs de qualité, c'est quand même un signe de pas très très bonne qualité. Donc ça évidemment moins il y en a mieux c'est, ça vous le savez. Voilà en gros les indicateurs principaux que vous pouvez retrouver que vous pouvez mettre en place dans votre processus d'intégration continue. Les notations que je vous ai, les indicateurs que je vous ai cités sont disponibles dans les notes de l'émission si vous avez besoin de les revoir ou de vous les remettre en mémoire. Tous ces indicateurs sont disponibles, en tout cas, ou ont des modules dans tous les programmes. Enfin, c'est vraiment ultra standard. Vous n'aurez aucune difficulté à à trouver des outils qui s'intègrent avec les plateformes d'intégration continue que vous avez utilisées. Ça conclura notre dossier et on enchaîne avec la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, on vous parle de Matter.js, qui est un moteur physique 2D en JavaScript pour le web, donc du coup qui va vous permettre de générer donc si on regarde un petit peu ce qu'il propose, de vous permettre de gérer le côté empilement des objets, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est compatible de gérer le fait que des objets tombent, des objets tournent, etc. Donc ça c'est intéressant à faire si vous avez besoin de gérer des collisions entre objets ou des choses comme ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est un beau projet, donc ça va gérer la friction, ça va gérer les collisions, ça va gérer la gravité, ça va gérer ce genre de choses sur un rendu en 2D. Voilà, c'est un petit outil qui est cool, il est léger, l'API, moi je l'ai regardé, elle est hyper simple à utiliser. Donc voilà, si vous avez besoin d'un petit moteur 2D, Matter.js fonctionne très très bien. On enchaîne avec la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, on vous parle d'une petite annonce qu'a fait la fondation jQuery en disant qu'elle allait héberger en son sein le projet Esprima. Le projet Esprima, pour vous dire ce que c'est un parseur de JavaScript écrit en JavaScript. Alors, recursive coding quand il nous tient. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'ils supportent l'ECMAScript 5.1, ils sont en cours d'implémentation de l'ECMAScript 6. J'ai pas bien compris pourquoi c'était intéressant, pourquoi la fondation jQuery avait décidé pourquoi c'était important d'avoir un truc en JavaScript codé. Enfin bon, je ne comprends pas bien le projet et l'ambition du truc, mais bon, j'avais trouvé ça rigolo, donc je vous en parle. Si vous voyez une utilité à ce genre de projet, à part pour les gars qui codent des librairies comme jQuery ou Modernizer, dites-le moi, j'ai pas bien compris. Je vous parle désormais d'un petit article que j'ai trouvé cool, qui est pas dingue, voilà, qui vous parle en fait, qui vous explique les différentes valeurs de l'attribut position CSS, donc statique, absolu, relatif, fixed, etc. Et qui vous les illustre
en GIF animé. Alors on va regarder ça ensemble. Donc déjà, voilà, il nous explique un peu le Z en V, le fait que ça se superpose les uns derrière les autres. La gestion quand on met position égale statique, il nous explique voilà, comment ça fonctionne, comment ça se colle les uns derrière les autres. Je trouve ça assez rigolo, c'est assez joli, c'est bien illustré. Il nous explique aussi la position absolue, donc le côté, ça se met en positionnement par rapport au navigateur. La position relative, donc, qui est un positionnement relatif à l'élément parent dans lequel il se trouve. Et la position fixette, donc il me dit voilà, qu'en fait ça ne bouge jamais, même si on scrolle. Donc bon, c'est intéressant. Moi je trouve ça sympa parce que ces petites animations elles sont jolies, elles sont un peu en material design, je trouvais. Un petit côté transparent, enfin petit côté flat et superposition qui est. Bon, je trouvais ça joli, c'est assez cool si vous avez des étudiants ou des jeunes stagiaires, des développeurs débutants qui ont besoin de comprendre à quoi sert le relatif par rapport à l'absolute, par rapport au fixette, par rapport à tout ça. Voilà, moi je trouvais ça cool de l'avoir dans les mains, c'est rigolo, c'est pas d'une utilité délirante. Mais voilà, si vous en avez l'utilité, vous avez les infos dans les notes de l'émission. Ça conclut la zone 404, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à dans 15 jours. Ciao.